Saviez-vous que certains animaux pratiquent la reproduction sans avoir de partenaire, tandis que d'autres peuvent changer de sexe à volonté? L'évolution de la fonction reproductrice chez les animaux est un sujet fascinant et complexe qui a captivé l'attention des biologistes et des chercheurs, suscitant de nombreuses hypothèses scientifiques depuis des décennies. Cette fonction vitale, qui est au cœur de la pérennité des espèces, a subi d'innombrables transformations au fil des millénaires, façonnant la diversité incroyable que nous observons dans le règne animal. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons aux origines de la fonction reproductive chez les premiers ancêtres des animaux. En explorant les données paléontologiques et génétiques, nous pouvons remonter aux racines de la reproduction sexuée qui a émergé il y a des centaines de millions d'années. Cette histoire évolutive, marquée par des étapes importantes telles que l'apparition des gonades et des caractères sexuels secondaires, nous permet de mieux saisir comment la fonction reproductrice a évolué au fil des ères géologiques, grâce à des facteurs évolutifs tels que la sélection naturelle, la dérive génétique et la sélection sexuelle. Les mécanismes de sélection naturelle et sexuelle ont joué un rôle essentiel dans la formation des comportements et des morphologies reproductrices. En examinant comment ces forces ont agi sur les caractéristiques liées à la reproduction, nous pouvons mieux comprendre pourquoi certaines espèces ont évolué vers des modes de reproduction asexués, tandis que d'autres ont opté pour des systèmes de reproduction complexes. Nous plongerons dans l'histoire évolutive, analyserons la variation dans les stratégies reproductrices et dévoilerons les mécanismes qui ont sculpté cette diversité extraordinaire. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Même si nous avons tendance à percevoir les organismes vivants comme des adultes et à considérer la reproduction comme la création d'un nouvel adulte qui ressemble à la génération précédente, il est important de noter que tout organisme vivant est un organisme à part entière pendant l'intégralité de son cycle de vie, de la fécondation de l'œuf jusqu'à l'âge adulte, et non seulement pour une brève période de ce cycle. La reproduction ne constitue pas une simple étape dans l'histoire de la vie d'un organisme, mais représente l'ensemble de son histoire. Il est essentiel de noter que seul l'ADN d'une cellule est capable de se répliquer, et même ce processus de réplication dépend de l'action d'enzymes spécifiques, qui elles-mêmes sont issues de l'ADN. Par conséquent, la reproduction de toutes les formes de vie doit être envisagée dans le contexte du temps. Ce qui est répliqué, ce sont des séries de copies qui, telles les images individuelles dans un film, évoluent de manière précise et ordonnée au fil du temps. Quelques exemples mettent en lumière la diversité considérable des cycles de vie chez les organismes vivants. Ils démontrent également que diverses phases du cycle de vie peuvent évoluer et que ces modifications ne se limitent pas aux stades adultes. Une de ces variations concerne la taille minimale, à savoir les différences de taille entre les gamètes et les individus asexués. Les invertébrés présentent une grande diversité de cycles de vie, notamment parmi les formes qui subissent une métamorphose, un changement physique radical. Par exemple, les papillons passent par 3 stades distincts: la chenille, la chrysalide et l'adulte.
Une caractéristique notable de ce processus de développement est que lors de la transition de la chenille à l'adulte, la majeure partie des tissus de la chenille se décompose et sert de source d'énergie pour la prochaine phase de développement. Cela démarre lorsque certaines petites structures, appelées disques imaginaux dans la larve, commencent à croître pour donner naissance à l'adulte. Ainsi, le papillon traverse essentiellement deux phases de croissance et de développement, larve et chrysalide adulte, ainsi que deux phases de petite taille, œufs fécondés et disques imaginaux. Ce phénomène se retrouve de manière similaire chez les oursins, chez lesquels la larve, appelée Pluteus, a un petit bourgeon verruqueux qui se développe pour devenir adulte, tandis que le tissu du Pluteus se désagrège. Dans les deux exemples, on peut considérer que l'organisme vit en quelque sorte deux histoires de vie, l'une se construisant sur les restes de l'autre. Un autre exemple de cycle de vie, observé chez certains invertébrés, met en lumière le concept selon lequel les distinctions majeures entre les organismes ne résident pas toujours dans l'apparence physique de l'adulte, mais plutôt dans les variations de l'ensemble de l'histoire de sa vie. Prenons le Coelenterre obelia, une espèce de cnidaire comme exemple. À partir d'un œuf, il se développe en une structure coloniale appelée hydroïde, constituée d'une série d'organismes ramifiés qui ressemblent à des hydres, connus sous le nom de polypes. Certains de ces polypes se spécialisent pour devenir des polypes reproducteurs et quittent la colonie sous forme de méduses, nageant librement, transportant avec eux des ovules et du sperme. Tout comme dans le cas des chenilles et des oursins, le cycle de vie de la méduse obelia comporte deux phases bien distinctes: les polypes sédentaires ramifiés et les méduses mobiles. Chez des Coelenterre apparentés, la forme méduse a totalement disparu, laissant uniquement le stade polype pour assurer directement la reproduction en portant les œufs et le sperme. Dans d'autres groupes de Coelenterre, le stade polype a été supprimé et les méduses engendrent directement d'autres méduses, sans passer par une phase sédentaire. Il existe également des formes intermédiaires entre ces extrêmes. L'importance de la reproduction biologique peut être complètement expliquée par la sélection naturelle, comme exposé dans le concept d'évolution, en particulier à travers la théorie de la sélection naturelle formulée par Charles Darwin. Darwin a réalisé que pour que l'évolution puisse avoir lieu, il est essentiel que les organismes vivants soient capables de se reproduire, mais également que les copies résultantes ne soient pas toutes identiques, c'est-à-dire qu'elles présentent des variations. Dans ce contexte, les variantes les plus adaptées contribueraient de manière plus significative aux générations futures en termes de nombre de descendants. Pour que cette sélection puisse perdurer à travers les générations successives, Darwin a également compris que ces variations devaient être transmises de génération en génération, même s'il n'avait pas encore élucidé le mécanisme exact de l'hérédité à l'époque. En plus, le degré de variation est d'une importance particulière. Conformément à ce qui est appelé le principe du compromis, lui-même influencé par la sélection naturelle, il est nécessaire de maintenir un équilibre dans la quantité de variations. Trop peu n'engendre aucun changement, tandis que trop de variations obscurcissent les avantages d'une combinaison spécifique de traits hérités. Parmi les divers mécanismes de contrôle des variations, qui impliquent tous un équilibre délicat entre différentes forces, le plus efficace se trouve être la reproduction sexuée, présente dans la plupart des plantes et des animaux.
Au cours de l'évolution, où la reproduction et la variation sont deux caractéristiques fondamentales nécessaires, non seulement à la sélection naturelle, mais également soumise à celle-ci, la reproduction sexuée s'est avérée parfaitement adaptée pour générer une quantité appropriée de variations. Elle permet également l'intégration rapide de nouvelles combinaisons de traits au sein d'une population. Un examen de l'évolution des organismes depuis leur début, où ils étaient unicellulaires dans des temps anciens, révèle une tendance à la multicellularité et à l'augmentation de la taille des plantes et des animaux. Une fois que la reproduction cellulaire a évolué vers une croissance multicellulaire, les organismes multicellulaires ont développé un mode de reproduction que l'on pourrait décrire plus précisément comme une reproduction tout au long du cycle de vie. L'augmentation de la taille a entraîné de nombreuses exigences mécaniques, nécessitant une sélection en faveur d'une efficacité intense. Le résultat a été une nette augmentation de la complexité des organismes. En termes de reproduction, cela a conduit à une augmentation substantielle des variations possibles de la reproduction cellulaire au cours de l'évolution du processus de développement. L'augmentation de la taille implique également un cycle de vie prolongé, avec une grande diversité de modèles à différentes étapes de ce cycle. Chaque phase du cycle de vie est adaptative, avec des caractéristiques sélectionnées naturellement qui permettent à l'organisme de survivre. Dans certains cas, comme les chenilles et les papillons, des phases distinctes du cycle de vie séparées par une métamorphose ont évolué. Et la durée de ces phases peut être modifiée par la sélection naturelle, comme on peut le voir chez différentes espèces de célinthérés. L'efficacité de la reproduction, en vue de contribuer efficacement aux générations suivantes, est un autre facteur qui a évolué grâce à la sélection naturelle. Par exemple, certains organismes peuvent produire de nombreux œufs, dont seule une petite proportion survivra, tandis que d'autres produisent très peu, voire un seul œuf, qu'ils prennent soin de protéger tout au long de son développement, augmentant ainsi considérablement les chances de survie. Ces deux stratégies de reproduction ont leurs avantages et inconvénients respectifs. De nombreuses autres considérations liées à l'histoire naturelle et à la structure de l'organisme, déterminées par la sélection naturelle, dictent la stratégie la mieux adaptée à une espèce particulière. Il est essentiel que chaque espèce trouve un équilibre, produisant suffisamment de descendants pour survivre, tant que la surpopulation et les maladies ne deviennent pas un problème. Le nombre d'individus dans certaines populations fluctue cycliquement, mais reste généralement dans des limites supérieures et inférieures. La manière dont la sélection naturelle régule le nombre d'individus est une question d'un grand intérêt, impliquant divers facteurs qui influencent le taux de reproduction. Comme la variation héréditaire est principalement encodée par les gènes situés sur les chromosomes, les organismes qui se reproduisent sexuellement nécessitent une étape unicellulaire dans leur cycle de vie. À ce stade, les gamètes haploïdes de chaque parent peuvent fusionner pour former le zygote diploïde. Ce processus est également souvent observé chez les organismes se reproduisant de manière asexuée, mais dans ce cas, les organes reproducteurs asexués, tels que les spores, sont de petite taille, favorisant ainsi leur dispersion efficace. La diversité des variations est régulée de diverses manières, impliquant toutes un ensemble complexe de facteurs équilibrés. Ces facteurs comprennent le mode de reproduction, qu'il soit asexué ou sexué.
le taux de mutation génétique, le nombre de chromosomes, le degré d'échange de segments de chromosomes, ce qu'on appelle la recombinaison génétique, la taille de l'individu, correspondant à la complexité et à la durée du cycle de génération, la taille de la population, le niveau de consanguinité, ainsi que les proportions relatives et la position de l'haploïdie et de la diploïdie dans le cycle de vie. Il est donc évident que le mode de reproduction influence le degré de variation et vice-versa. Ces deux éléments combinés permettent à la sélection naturelle de s'exercer, et cette sélection, à son tour, modifie les mécanismes de reproduction et de variation. Les différents types de reproduction asexuée permettent aux organismes de se reproduire rapidement et efficacement, sans avoir besoin d'un partenaire pour la fécondation. Cependant, cela limite également la diversité génétique des descendants, ce qui peut être un inconvénient en termes d'adaptation aux changements environnementaux. La reproduction asexuée se manifeste chez les micro-organismes prokaryotes, tels que les bactéries, ainsi que chez certains organismes eucaryotes, qu'ils soient unicellulaires ou multicellulaires. Les animaux ont développé diverses méthodes pour se reproduire de manière asexuée. La fission binaire est la manière dont les cellules prokaryotes et certains protozoaires se reproduisent. C'est une modalité de reproduction asexuée où une cellule parentale subit une division pour engendrer deux cellules filles parfaitement identiques. Et chacune de ces cellules a le potentiel de se développer jusqu'à atteindre la taille de la cellule mère d'origine. Pour les organismes unicellulaires, c'est la seule méthode utilisée pour produire de nouveaux individus. Plusieurs organismes mettent en œuvre ce mode primitif pour se reproduire. Un exemple notable étant les bactéries. La fission bactérienne implique la réplication des chromosomes, leur ségrégation et la division cellulaire. Les protozoaires, un autre groupe d'organismes, utilisent également la fission binaire pour leur reproduction. Dans le cas des protozoaires, le processus partage des étapes fondamentales similaires avec celui des bactéries. Cependant, les protozoaires se distinguent des prokaryotes par la nécessité de dupliquer et de diviser leurs mitochondries. Ils présentent également des variations dans la manière dont leurs cellules se divisent. Par exemple, chez les amibes, la cytokinèse peut se produire selon n'importe quel plan, démontrant ainsi un type de fission binaire irrégulière. Cependant, dans le cas de la fission longitudinale, l'exemple d'Euglena, un genre commun d'algues vertes flagellées, est illustratif. Serratium, un autre protozoaire, se distingue par une cytokinèse oblique. Pour sa part, la paramécie est un exemple de protozoaire utilisant un type de fission binaire transversale. Par ailleurs, le bourgeonnement représente un mode de reproduction asexué, où un nouvel individu se forme à partir de l'excroissance d'une partie d'une cellule ou d'une région du corps conduisant à une séparation de l'organisme d'origine en deux individus. Chez certaines espèces, la capacité de produire des bourgeons peut s'étendre à presque n'importe quelle partie du corps, tandis que dans de nombreux cas, cette capacité est restreinte à des zones spécialisées. Initialement, une saillie de cytoplasme ou de cellules en multiplication, appelée bourgeon, prend forme, se développant progressivement en un organisme qui est une réplique du parent. Ce nouvel individu peut ultérieurement se détacher pour vivre de manière autonome. Ou bien les bourgeons peuvent demeurer attachés, formant des agrégats ou des colonies. Le bourgeonnement est un phénomène observé chez quelques organismes unicellulaires, tels que certaines bactéries,
levures et protozoaires. Cependant, il est intéressant de noter que plusieurs organismes métazoaires, dont certaines espèces de cnidaires, adoptent régulièrement le bourgeonnement comme méthode de reproduction. La fragmentation représente une autre forme de reproduction asexuée, dans laquelle un organisme parent se divise en fragments, chacun capable de se développer indépendamment pour devenir un nouvel organisme. Ces fragments grandissent et mûrissent pour former une toute nouvelle génération présentant des caractéristiques identiques à celles de leurs parents. Ce mode de reproduction suit un processus en 3 étapes. Ce processus commence par la création de fragments, puis s'ensuit leur croissance, et enfin, il se termine par la transformation des fragments en individus matures de l'espèce. La fragmentation est une méthode courante de reproduction dans de nombreuses colonies de coraux, qu'ils soient durs ou mous. De plus, de nombreuses anémones marines utilisent la division ou la fragmentation comme moyen de reproduction. Parmi les autres exemples de reproduction par fragmentation animale, on peut citer les étoiles de mer et les planaires. La parthénogénèse, le plus souvent, implique le développement d'un nouvel individu à partir d'un gamète non fécondé, ce qui en fait une forme de reproduction unisexuée. Elle a été observée dans presque tous les grands groupes d'invertébrés, y compris les hémichordés, et à l'exception des protochordés, elle survient fréquemment en alternance avec la reproduction bisexuée, qui implique l'union de gamètes. Chez certaines espèces où les mâles sont complètement absents, la reproduction semble se produire exclusivement par parthénogénèse. Les espèces qui passent d'une reproduction par parthénogénèse à une reproduction bisexuée ou qui alternent entre ces 2 modes de reproduction, souvent appelées espèces hétérogénétiques, le font généralement en réponse à des variations de la densité de la population, de la disponibilité de la nourriture ou d'autres conditions environnementales. Parmi les exemples les plus célèbres de parthénogénèse, on peut citer les rotifères. Dans certains genres de rotifères, les mâles sont totalement absents, tandis que dans d'autres, ils apparaissent brièvement et souvent de manière saisonnière au sein de la population. Les femelles prédominent, voire sont le seul sexe présent dans la population pendant la majeure partie de l'année. Étant donné qu'aucune division de la méiose n'a lieu lors de la maturation des œufs, ces œufs sont diploïdes, ce qui signifie qu'ils contiennent le nombre complet de chromosomes. Ils donnent naissance à de nouveaux individus diploïdes, sans nécessité de contribution chromosomique d'un gamète mâle. C'est la parthénogénèse diploïde. Même en présence de mâles, les spermatozoïdes ne peuvent pas féconder les ovules, car ces derniers sont déjà diploïdes. En cas de stress environnemental, comme les changements saisonniers, certaines femelles produisent des œufs subissant une division réductionnelle, créant ainsi des œufs possédant un nombre haploïde de chromosomes. Pour donner naissance à de nouvelles femelles, ces œufs doivent être fécondés par un gamète mâle. Une fois que le nouvel individu est mature, il est probable qu'il se reproduira de manière parthénogénétique. Toutefois, en l'absence de mâles au sein de la population, les œufs haploïdes peuvent se développer en mâles haploïdes qui participent ensuite à la reproduction bisexuée. C'est la parthénogénèse haploïde. Les œufs produits par reproduction bisexuée sont souvent qualifiés d'œufs divers, en raison de leur épaisse coquille, qui protège l'embryon dans des conditions environnementales défavorables. Les œufs d'été, résultant de la parthénogénèse,
ont quant à eux une coquille plus fine. En conséquence, la reproduction bisexuée n'a lieu que de manière occasionnelle pour garantir la survie de l'espèce. Les nématodes, en particulier les espèces libres comme certains nématodes du sol, qui sont dioïques, présentent un type de parthénogénèse appelé la gynogénèse. Dans ce mode de reproduction, les spermatozoïdes produits par les mâles ne fusionnent pas avec l'ovule haploïde de la femelle, mais ils l'activent simplement pour amorcer son développement. Le résultat est la naissance de femelles haploïdes. La parthénogénèse, qui semble rare chez les annélides et les mollusques, est plus courante chez les arthropodes. Par exemple, les cladocères, tels que les puces d'eau, présentent un cycle de reproduction similaire à celui des rotifères. Tant que les conditions environnementales restent optimales et que la nourriture est abondante, les femelles produisent d'autres femelles par parthénogénèse diploïde. Lorsque les conditions deviennent défavorables, les mâles commencent à apparaître au sein de la population, déclenchant ainsi la reproduction bisexuée. Le déclencheur précis de l'apparition des mâles n'est pas encore entièrement compris. Les œufs fécondés, protégés par une coque très résistante, entrent dans une phase de dormance et peuvent survivre à des conditions environnementales sévères, notamment à des températures extrêmes et au dessèchement. L'amélioration des conditions environnementales conduit à l'émergence de nouvelles femelles qui se reproduisent par parthénogénèse. La capacité à former une étape de repos régule la densité de la population. Chaque fois que l'approvisionnement alimentaire devient insuffisant en raison d'une surpopulation de femelles parthénogénétiques, la reproduction bisexuée est déclenchée, suivie d'une phase de dormance. Les insectes offrent de nombreux exemples de parthénogénèse de complexité variable. L'un des cas les plus fascinants est observé chez les abeilles. Les œufs non fécondés se transforment en mâles, appelés faux bourdons, tandis que les œufs fécondés donnent naissance aux ouvrières, maintenues en état de non-reproduction par les sécrétions de la reine des abeilles, la femelle reproductrice. Des cycles de vie impliquant des transitions entre la parthénogénèse et la reproduction bisexuée sont également observés chez de nombreuses espèces d'homoptères et de diptères, telles que les mouches. Les pucerons, qui sont des homoptères, connaissent un cycle saisonnier, comprenant une phase hibernale bisexuée et une phase estivale parthénogénétique. Certaines espèces effectuent chaque phase sur une plante hôte différente. Et le déclenchement de ces phases est largement influencé par des facteurs tels que les variations de température, la durée de la journée et la disponibilité de la nourriture. Chez le moucheron, une variété de mouches, la phase bisexuée se déroule à l'âge adulte, tandis que la parthénogénèse se produit chez les larves, un phénomène appelé pédogénèse. Les femelles adultes déposent des œufs fécondés, à partir desquels éclosent des larves dont les ovaires se développent, tandis que le reste du corps conserve une forme larvaire. Les ovaires des larves libèrent des œufs qui pénètrent dans l'hémocèle larvaire, où ils se développent tout en se nourrissant de tissus larvaires. Lorsqu'ils atteignent un stade de développement suffisant, les jeunes issus de la parthénogénèse émergent soit sous forme de larves qui poursuivent leur reproduction parthénogénétique, produisant des larves similaires, soit sous forme de larves mâles ou femelles qui mûrissent pour devenir des adultes et se reproduisent de manière bisexuée.
La reproduction sexuée est un mode de reproduction dans lequel deux organismes, généralement de sexes différents, contribuent génétiquement à la formation de la progéniture. Cela implique la fusion de cellules reproductrices spéciales, appelées gamètes, qui contiennent la moitié du matériel génétique de chaque parent. Les gamètes mâles et femelles, tels que les spermatozoïdes chez les mâles et les ovules chez les femelles, se combinent pour former un nouvel individu. La reproduction sexuée entraîne une grande variabilité génétique parmi la progéniture, car elle mélange les gènes des deux parents. Cette variabilité est essentielle pour l'adaptation des espèces aux changements environnementaux, car elle augmente les chances de survie des descendants en introduisant de nouvelles combinaisons génétiques. Ainsi, elle offre des avantages en termes d'évolution et de diversité génétique, mais elle nécessite généralement des investissements en temps et en énergie plus importants que la reproduction asexuée, en raison de la formation de gamètes, de la recherche d'un partenaire et de la fécondation. L'union des gamètes est un processus essentiel à la reproduction sexuée chez les animaux, qui permet la fusion des spermatozoïdes et des ovules, formant ainsi un nouvel individu. Cependant, les mécanismes qui facilitent cette union ont évolué de manière diversifiée chez les différentes espèces animales. Cette diversification des mécanismes d'union des gamètes est le résultat de l'adaptation des organismes aux pressions de la sélection naturelle. La sélection naturelle favorise les individus qui possèdent des mécanismes reproducteurs efficaces, leur permettant de maximiser leurs chances de reproduction et de transmission de leurs gènes à la génération suivante. Les mécanismes de transfert de spermatozoïdes et de fécondation ne sont bien étudiés que pour quelques espèces d'éponges. Dans ces espèces, les spermatozoïdes sont produits par les organes reproducteurs mâles, puis expulsés hors du corps et dans l'eau grâce à un réseau complexe de canaux. Lorsqu'un spermatozoïde pénètre dans une autre éponge ou dans celle dont il est issu, il est capturé par une cellule flagellée spéciale appelée choanocyte. Ensuite, le choanocyte enveloppe complètement le spermatozoïde, perd ses structures de flagelles, puis se déplace vers les tissus internes où l'ovule a mûri. Là, le choanocyte contenant le spermatozoïde fusionne avec l'ovule, effectuant ainsi la fécondation. Chez les célintérés d'eau douce, les spermatozoïdes sont également libérés dans l'eau et transportés par les courants vers d'autres individus. Cependant, contrairement au mécanisme des éponges, les œufs des célintérés se développent à l'intérieur de l'épiderme ou des tissus superficiels et ils sont exposés aux spermatozoïdes qui se trouvent à proximité dans l'eau. De nombreuses espèces de célintérés marins libèrent à la fois les spermatozoïdes et les ovules dans l'eau, où la fécondation a lieu. Cependant, certaines méduses offrent une certaine protection aux œufs. Après leur expulsion des organes reproducteurs, les œufs se logent temporairement dans l'épiderme sous l'organisme, où se déroule la fécondation et les premières étapes du développement. Chez tous les vers plats, la fécondation se déroule en interne. Dans les espèces qui ne disposent pas de canal femelle, les spermatozoïdes sont injectés et la fécondation a lieu à l'intérieur des tissus. Cependant, la plupart des vers plats possèdent un système sophistiqué de canaux mâles et femelles. En général, le canal mâle traverse un organe ressemblant à un pénis et les spermatozoïdes sont transférés lors de la copulation. Dans le cas des espèces parasites qui ont souvent du mal à trouver un partenaire, l'autofécondation sert de mode de reproduction, nommé encore hermaphrodisme.
Les spermatozoïdes et les ovules se fusionnent dans l'oviducte, qui sécrète ensuite une substance jaune autour du zygote. Les nématodes mâles sont généralement dotés d'une paire de structures copulatrices, appelées spicules, qui guident les spermatozoïdes pendant la copulation. Certains mâles nématodes ont également une expansion latérale à l'extrémité postérieure, appelée bourse copulatoire, qui entoure la femelle pendant la copulation. D'autres mâles enroulent leur queue autour de la femelle, au niveau de son orifice génital pendant la copulation. Contrairement à de nombreux autres achelmintes, les nématodes ont des spermatozoïdes amyboïdes, ce qui signifie que le contenu de leurs cellules semble être en mouvement constant. Chez certaines espèces d'annélides, la reproduction des polychètes des vers marins est synchronisée avec les phases lunaires. Lors de la période de reproduction, le corps des individus des deux sexes subit une différenciation en deux parties distinctes, une partie antérieure et une partie postérieure, appelée épitoque, qui abrite les organes reproducteurs. Lorsque la Lune atteint une phase particulière, l'épitoque se détache du reste du corps et nage jusqu'à la surface de l'eau. Il semble que les épitoques femelles incitent les épitoques mâles à libérer leurs spermatozoïdes, ce qui déclenche l'expulsion des ovules. La fécondation a lieu à l'extérieur des corps des individus. Et ce phénomène est si bien orchestré que de nombreux épitoques émergent à la surface de l'eau pratiquement simultanément. Lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle, les oligochètes développent un organe spécial, appelé le clitellum, qui se caractérise par un épaississement glandulaire en forme de sel situé à proximité des orifices génitaux. Lors de l'accouplement, le clitellum sécrète un mucus qui a pour rôle de maintenir les vers en couple pendant l'échange de spermatozoïdes. Après l'accouplement, le clitellum continue de jouer un rôle important. Il sécrète une substance qui forme un cocon autour du ver, dans lequel les œufs et les spermatozoïdes sont déposés. Le ver manipule ensuite ce cocon jusqu'à ce qu'il glisse au-dessus de sa tête. Les extrémités du cocon se scellent, permettant ainsi la fécondation et le développement à l'intérieur. Lorsqu'il s'agit de la fusion des gamètes chez les mollusques, plusieurs méthodes sont utilisées. Les bivalves marins, par exemple, libèrent simultanément des spermatozoïdes et des œufs dans l'environnement marin, tandis que certaines palourdes d'eau douce semblent être capables de s'autoféconder. Cependant, parmi les gastéropodes marins de la famille des Scalidés, une variété de reproduction inhabituelle se distingue. Ils produisent deux types de spermatozoïdes. Un gros spermatozoïde portant un noyau dégénéré sert de véhicule pour transporter de nombreux petits spermatozoïdes fécondants à travers l'eau et jusqu'à l'oviducte d'un autre individu. Les mâles céphalopodes, quant à eux, ont des bras spécialement modifiés pour transférer des spermatophores. Par exemple, chez le calmar, le quatrième bras droit ou gauche est adapté à cette fonction. Après une parade nuptiale souvent élaborée, le mâle calmar utilise cet appendice modifié pour extraire les spermatophores de leur réserve dans son propre corps et les déposer dans la cavité du manteau de la femelle. Une substance cimentant libérée par le spermatophore fixe solidement celui-ci au corps de la femelle, à proximité de l'oviducte. Dans certaines espèces, le mâle peut même sacrifier son bras dans le processus. Et il est possible que la femelle manipule les œufs à l'aide de ses bras.
Dans le cas des escargots terrestres, des comportements inhabituels ont évolué en parallèle avec le transfert des spermatozoïdes. Avant la copulation, des fléchettes composées de carbonate de calcium sont propulsées avec force depuis l'origine génitale de chaque individu en phase d'accouplement pour se loger dans les viscères du partenaire. Même si les escargots adoptent une position d'accouplement, le transfert de spermatozoïdes ne peut se produire que lorsque chaque escargot a été stimulé par l'impact de la fléchette. Tout comme les mollusques, les arthropodes affichent une grande diversité de méthodes pour réaliser la fécondation des œufs par les spermatozoïdes. Bien que les arthropodes aient relativement peu de structures spécialisées pour le transfert de spermatozoïdes, de nombreuses espèces se distinguent par leur complexité comportementale élevée. Par exemple, les scorpions mâles et femelles s'engagent dans un rituel complexe. Dans certaines espèces, le mâle produit des spermatophores qui l'ancrent au sol. Pendant la danse rituelle, la femelle est positionnée au-dessus du spermatophore. Le mâle exerce ensuite une pression sur la femelle jusqu'à ce que le paquet de sperme soit contraint dans sa chambre génitale, où il s'attache à l'aide de petits crochets. Ainsi, la fécondation se produit à l'intérieur du corps de la femelle. Dans le cas de certaines araignées, les mâles utilisent leur pédipalpe, un appendice servant à l'appréhension ou à l'écrasement, qui contient un bulbe et une structure extensible et enroulée appelée embole. Au début de l'accouplement, le mâle plonge son pédipalpe dans son propre sperme, puis insère l'embole dans l'orifice génital de la femelle, transférant ainsi les spermatozoïdes dans son réceptacle séminal. La femelle dépose le sperme ainsi recueilli avec ses œufs dans un cocon de soie qu'elle attache à son propre corps ou à un objet tel qu'une pierre ou une feuille. Chez d'autres arthropodes comme les copépodes, les isopodes et de nombreux décapodes, le transfert de sperme se fait généralement après une parade nuptiale à l'aide d'appendices modifiés, de gonopodes ou de spermatophores. Par exemple, les copépodes saisissent la femelle avec leurs antennes, tout en plaçant un spermatophore à l'ouverture du réceptacle séminal. Pour certains décapodes, la fécondation se produit lorsque les œufs sont libérés dans l'eau. Chez les insectes, la fécondation est toujours un processus interne. Mais il existe de nombreuses variations quant à la manière dont les spermatozoïdes sont acheminés vers la femelle. Dans certaines espèces, les mâles produisent des spermatophores qui sont déposés dans une bourse copulatoire ou vagin de la femelle. La paroi du spermatophore se brise, permettant ainsi aux spermatozoïdes de nager jusqu'au réceptacle séminal. Pour d'autres espèces, les spermatozoïdes sont introduits directement dans le réceptacle séminal par le biais d'un organe intromittent. Dans d'autres cas encore, les spermatozoïdes, sans les spermatophores, sont déposés dans la bourse copulatoire et migrent ensuite vers le réceptacle séminal. Dans tous les cas, les spermatozoïdes sont retenus dans le réceptacle séminal jusqu'après la fécondation. Une exception à cette voie de transfert de sperme survient chez les insectes qui injectent du sperme dans l'hémocèle de la femelle, c'est-à-dire dans l'espace entre les organes du corps. Les spermatozoïdes migrent ensuite vers l'ovaire et l'oviducte, où ils fusionnent avec les ovules avant la formation de la coquille.
Les invertébrés ont élaboré diverses stratégies pour protéger leurs œufs fécondés et leurs embryons en développement, ainsi que pour assurer un apport en nutriments aux jeunes individus. Cette adaptation est particulièrement marquée chez les espèces d'eau douce et terrestres. Par exemple, les éponges et les célintériques qui font face à des conditions saisonnières de sécheresse créent une enveloppe résistante pour leurs œufs, prévenant ainsi la perte d'eau. De nombreux turbellariés enrobent leurs œufs dans une capsule qu'ils fixent à une surface dure où les embryons se développent jusqu'à leur éclosion. D'autres turbellariés maintiennent les œufs encapsulés à l'intérieur de leur propre corps jusqu'à ce que le développement soit achevé et que les jeunes émergent. Les vers plats parasites, de même que la plupart des nématodes et des rotifères, enferment leurs œufs dans une capsule protectrice, où le développement se déroule après la sortie du corps parental. Cependant, quelques espèces de nématodes sont ovovipares, signifiant que les œufs éclosent à l'intérieur du corps maternel. Dans de nombreuses espèces, la quantité de vitellus contenu dans l'œuf et la structure de la capsule d'œuf sont liées aux saisons annuelles. En général, les œufs d'été ont moins de vitellus et des capsules plus fines que les œufs d'hiver. Cette corrélation saisonnière se retrouve également chez de nombreux crustacés. Les annélides d'eau douce et terrestre créent un cocon protecteur pour leur progéniture, souvent déposé dans un environnement humide. Cependant, certaines sangsues ne forment pas de cocon. Au-delà de cela, elles attachent les œufs, enveloppés dans une membrane protectrice, à la partie inférieure du parent. En cours de développement, l'adulte ondule son corps pour permettre au courant d'eau de circuler sur les jeunes, ce qui peut servir à l'aération. Les mollusques d'eau douce ont la possibilité d'entourer leurs œufs d'une enveloppe protectrice ou de les couver directement. Les bivalves libèrent leurs œufs matures dans leur chambre branchiale, où ils sont fécondés et où se termine le développement embryonnaire, assurant ainsi une protection. Les céphalopodes, tels que les calamars et les poulpes, fixent leurs œufs à une surface, puis génèrent régulièrement des jets d'eau pour maintenir les masses d'œufs exemptes de débris et potentiellement les oxygéner. Certains échinodermes également couvent leurs œufs jusqu'à l'éclosion des jeunes. Les arthropodes possèdent une grande diversité de stratégies pour garantir la survie de leur descendance. Parmi ces méthodes, on trouve les poches à couvain, qui sont couramment observées chez les branchiopodes, les isopodes et les amphipodes. Ces poches peuvent faire partie de la carapace ou se former grâce à des plaques élargies situées sur le sternum. Les écrevisses, quant à elles, fixent les œufs fécondés à leur nageoire et les transportent alors qu'ils sont couvés par la femelle. Les adaptations les plus élaborées pour les embryons se trouvent chez les arthropodes terrestres, notamment les insectes. Alors que certaines espèces déposent simplement leurs œufs et les abandonnent, d'autres conservent les œufs encapsulés à l'intérieur de leur corps, au début du développement. Certaines espèces sont vivipares, ce qui signifie qu'elles portent des jeunes en développement. Par exemple, les œufs de certaines espèces de scorpions contiennent peu ou pas de vitellus, l'embryon étant nourri par le parent de manière similaire à la reproduction des mammifères. Chez les scorpions, une partie de l'oviducte est transformée en utérus pour accueillir l'embryon, tandis qu'une autre partie, proche de l'intestin de la femelle, absorbe les nutriments transmis aux jeunes en développement. Des adaptations similaires se retrouvent chez certains insectes vivipares, avec des larves nourries par les sécrétions glandulaires de la muqueuse utérine.
Les organes reproducteurs des vertébrés comprennent les gonades, ainsi que les conduits et les glandes associées. En outre, certains vertébrés, y compris certaines espèces de poissons très primitives, possèdent des organes spécifiques pour le transfert des spermatozoïdes ou la ponte des œufs. Les gonades sont responsables de la production des gamètes et des hormones essentielles à la reproduction. Les conduits et les glandes associées stockent et transportent les gamètes, tout en sécrétant les substances nécessaires au processus de reproduction. En complément de ces structures, la plupart des vertébrés, qu'ils soient mâles ou femelles, possèdent un cloaque. Il s'agit d'une cavité qui sert de chambre finale commune pour les systèmes digestifs, urinaires et reproductifs, permettant l'évacuation vers l'extérieur. Dans le cas des lamproies et de la plupart des poissons à nageoires rayonnées, le cloaque peut être de petite taille ou absent, et le tube digestif possède une ouverture externe distincte, appelée l'anus. Pour certaines espèces de téléostéens, les voies digestives, génitales et urinaires s'ouvrent indépendamment les unes des autres. Les myxines, qui sont étroitement liées aux lamproies, possèdent un cloaque de dimension réduite. Chez de nombreux vertébrés autres que les mammifères, tels que les reptiles et les oiseaux, la partie supérieure du cloaque est divisée par des plis en une chambre urogénitale et une chambre alimentaire, qui s'ouvrent toutes les deux vers une chambre terminale commune. Chez les monotrèmes, comme l'ornithorynque et l'échidné, le cloaque embryonnaire est complètement divisé en un sinus urogénital responsable du transport de l'urine et des produits des gonades, et en une voie alimentaire, les deux débouchant indépendamment à l'extérieur. Les gonades se forment à partir d'épaississements longitudinaux de l'épithélium célomique et du mésenchyme sous-jacent. Au début, ces crêtes gonadiques émergent dans la cavité célomique et sont en continuité avec le rein embryonnaire. L'épithélium germinal qui recouvre ces crêtes gonadiques donne naissance au cordon sexuel primaire qui pénètre dans le tissu mésenchymateux sous-jacent. Les cordons sexuels secondaires se forment en se développant vers l'intérieur, situés juste sous l'épithélium germinal, pour former une région corticale. Si la gonade est destinée à devenir un testicule, seule la composante médulaire se différencie. Cependant, si la gonade est destinée à devenir un ovaire, seule la composante corticale subit une différenciation. Les tailles des organes reproducteurs adultes varient en fonction du développement de certaines parties du système reproducteur. Dans certains groupes d'animaux, comme les lamproies, les myxines, les requins, les raies et les poissons osseux, la différenciation des parties reproductrices est vaste, ce qui entraîne des organes reproducteurs s'étendant sur une grande partie du corps. En revanche, chez les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, la partie située à l'avant des organes reproducteurs, à l'extrémité du corps, ne se développe généralement pas, sauf chez les crapauds, où seule la partie arrière subit ce processus de différenciation. Il existe des espèces de vertébrés qui présentent une singularité dans le nombre de leurs gonades, avec une seule gonade soit située à la ligne médiane, soit située d'un côté du corps. Cette particularité est plus courante chez les femelles. Par exemple, les cyclostomes adultes, qu'ils soient mâles ou femelles, possèdent une seule gonade. Chez les lamproies, celle-ci est située au milieu du corps, tandis que chez les myxines, elle se trouve du côté droit.
Chez les oiseaux, la plupart des femelles ont généralement une seule gonade. Cependant, les oiseaux mâles ont généralement une paire de testicules. Il existe des exceptions à cette règle, notamment parmi les faucons, puisque plus de la moitié des individus matures ont 2 ovaires bien développés. Il est à noter que chez toutes les espèces d'oiseaux, un faible pourcentage de femelles possèdent probablement 2 ovaires, avec des rapports indiquant la présence de cette caractéristique chez des hiboux, des perroquets, des moineaux et des colombes. Par exemple, on estime que 5 à 25% des colombes ont 2 ovaires. Certaines espèces de téléostéens et d'élasmobranches vivipares ont également une seule gonade. Chez les amniotes, c'est-à-dire les reptiles, les oiseaux et les mammifères, la présence de gonades non appareillées est inhabituelle. Cependant, on trouve quelques lézards avec un seul testicule, ainsi que certaines femelles de crocodiles avec un seul ovaire. Parmi les mammifères, l'ornithorynque présente généralement un seul ovaire à gauche, tandis que certaines espèces de chauves-souris n'ont qu'un ovaire droit. Il existe 2 explications possibles pour la présence de gonades non appareillées. D'une part, les crêtes gonadiques embryonnaires appareillées peuvent fusionner pour donner naissance à une gonade médiane, comme c'est le cas chez les lamproies et la perche. D'autre part, une seule crête gonadique peut accueillir les cellules germinales primordiales par migration, c'est-à-dire les spermatozoïdes ou les ovules immatures, ce qui a pour conséquence que la gonade opposée ne se développe pas, comme c'est le cas chez les poulets et les canards. Il a été observé que les faucons possèdent généralement un nombre égal de cellules germinales primordiales dans les 2 crêtes gonadiques, ce qui se traduit par la présence de 2 ovaires. Chez les vertébrés inférieurs, il arrive parfois que les gonades matures produisent à la fois des spermatozoïdes et des ovules, donnant lieu à ce que l'on appelle l'hermaphrodisme. Cette caractéristique est plus courante chez les cyclostomes et les téléostéens que chez les autres poissons. Les téléostéens peuvent fonctionner en tant que mâles au début de leur cycle de reproduction, puis se transformer en femelles plus tard. Dans certaines familles de téléostéens, les spermatozoïdes et les ovules atteignent leur maturité de manière simultanée, mais ils se développent dans des parties distinctes de la gonade. Ces poissons agissent habituellement comme mâles pendant une saison de reproduction et comme femelles la saison suivante. Les cyclostomes sont généralement ambisexués pendant leur phase juvénile, ce qui signifie que les cellules sexuelles immatures mâles et femelles coexistent côte à côte, ou, dans le cas des myxines, la partie antérieure de la gonade immature peut être un ovaire, tandis que la partie caudale est un testicule. On suppose que les cyclostomes deviennent généralement unisexués à maturité. En ce qui concerne les amphibiens, l'hermaphrodisme est peu commun, bien que des anomalies puissent parfois le provoquer. Pour ce qui est des vertébrés situés au-dessus des amphibiens, il semble que le véritable hermaphrodisme soit rare, voire inexistant. Les systèmes de conduits mâles et femelles peuvent parfois être inexistants. Chez les cyclostomes, certaines espèces d'élasmobranches et certains téléstoins tels que le saumon, la truite et l'anguille, les gamètes sont transportés vers la partie postérieure de la cavité célomique, souvent grâce à des cils, de minuscules structures ressemblant à des poils, et sont expulsés par le biais de 2 voies génitales en forme d'entonnoir, situées à proximité de la base de la queue.
Chez les anoures et les amniotes, tels que les reptiles, les oiseaux et les mammifères, et même chez certains télestoins, les testicules sont principalement composés de tubules séminifères. Ces tubules sont enroulés et leurs parois renferment des cellules responsables de la production des spermatozoïdes. Les parois des tubules dans les testicules sont constituées de plusieurs couches d'un type de cellule appelé épithélium germinal. Dans ces tubules, on trouve des cellules responsables de la production de spermatozoïdes. Il y a aussi des cellules de Sertoli qui jouent un rôle nutritif en aidant les spermatozoïdes en développement. Les tubules séminifères commencent au niveau de la couche extérieure des testicules et se dirigent vers l'intérieur en formant des courbes. Ils se rejoignent pour former un réseau de tubules collecteurs, appelé le réseau testiculaire. Chez certains amniotes, tels que le rat, les tubules séminifères peuvent être ouverts et parcourir un trajet en zigzag du réseau à la périphérie, et vice-versa. En moyenne, ces tubules ont une longueur d'environ 30 cm et ils ont rarement des interconnexions entre eux. Pour de nombreux mammifères, les tubules sont regroupés en lobules séparés par des parois de tissu conjonctif. Cette organisation permet de concentrer une grande quantité d'épithélium germinal dans un espace restreint. Chez les mâles immatures et chez les mâles adultes en dehors des périodes de reproduction, les tubules séminifères sont peu visibles et l'épithélium est inactif. Cependant, chez certaines espèces, la spermatogénèse, c'est-à-dire la production de spermatozoïdes, peut se dérouler de manière continue tout au long de l'année. Un épithélium actif peut présenter tous les stades de développement des spermatozoïdes. À l'intérieur de la lumière des tubules, on trouve les queues de nombreux spermatozoïdes, dont les têtes sont encastrées dans les cellules de Sertoli, des spermatozoïdes libres ainsi que du liquide, qui est probablement résorbé. Chez certains groupes d'animaux, comme les cyclostomes, la plupart des poissons et les amphibiens qui ont une queue, l'organisation des cellules reproductrices mâles est différente de celle des vertébrés précédemment mentionnés. Au lieu d'avoir des tubes séminifères, on trouve un grand nombre de petits sacs ou kystes dans lesquels les spermatozoïdes se développent. Contrairement à d'autres vertébrés, les cellules qui tapissent ces kystes ne sont pas de nature germinale, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas directement impliquées dans la production des spermatozoïdes. Les kystes servent plutôt d'environnement protecteur pour le développement des spermatozoïdes. Dans le processus de production des spermatozoïdes, les cellules germinales se déplacent depuis une zone germinale permanente, qui peut être située à la périphérie des testicules ou le long d'une crête à l'extrémité du testicule, en fonction de l'espèce. Une fois à l'intérieur des kystes, ces cellules germinales commencent à se multiplier de manière significative, produisant ainsi un grand nombre de spermatozoïdes. Cette multiplication entraîne un gonflement prononcé des kystes, ce qui les fait paraître blanchâtres. En conséquence, l'ensemble du testicule prend une apparence gonflée et granuleuse. Lorsque les spermatozoïdes atteignent leur maturité, ils se détachent de la paroi des kystes où ils ont grandi et nagent librement dans le liquide contenu à l'intérieur de ces sacs. Finalement, ces petits sacs se brisent, libérant les spermatozoïdes dans des canaux. Chez certains poissons, comme les cyclostomes et certains télestoins, les spermatozoïdes sont éjectés dans une cavité spéciale appelée cavité célomique. Une fois que cette expulsion a eu lieu, les kystes, désormais vides, peuvent soit se régénérer en formant de nouveaux petits sacs, soit être peuplés à nouveau par de nouvelles cellules germinales.
Les cellules de Leydig, également appelées cellules interstitielles, sont présentes chez la plupart, voire tous, les vertébrés. On pense qu'elles constituent une source majeure d'androgènes, c'est-à-dire d'hormones masculines. Cependant, les cellules de Leydig ne sont pas toujours facilement discernables, et chez certaines espèces d'oiseaux, elles ne peuvent être identifiées qu'au microscope électronique. Dans le testicule du rat, et probablement chez de nombreux autres animaux, il existe un réseau de petits vaisseaux sanguins appelés capillaires. Ces vaisseaux sanguins sont arrangés de manière à ce que le sang qui a approvisionné les cellules de Leydig situées dans le testicule se déplace vers les tubules, qui sont les parties importantes responsables de la production des spermatozoïdes. Il est donc tout à fait possible que les hormones produites par ces cellules de Leydig aient un effet direct sur les cellules reproductrices, influant ainsi le processus de production des spermatozoïdes. Les testicules des vertébrés, à l'exception des mammifères, sont situés à l'intérieur du corps. Cette disposition est également observée chez de nouveaux membres, parfois tous des ordres de mammifères, tels que les monotrèmes, les insectivores, les hyracoïdes, les édentés, les siréniens, les cétacés et les proboscidiens. Certains mammifères mâles, comme la plupart des marsupiaux, des ongulés et des primates, après la petite enfance, possèdent une structure spéciale, appelée scrotum, où les testicules résident en permanence. Cependant, quelques mammifères ont une poche permettant aux testicules de descendre et de se rétracter grâce à des muscles. Cela inclut certains rongeurs, comme les écureuils terrestres, la plupart, voire la totalité des chauves-souris, ainsi que quelques primates primitifs, tels que les loris et les poteaux. Les lapins, la plupart des rongeurs et certains insectivores n'ont pas de sac scrotaux, mais ont une structure appelée canal inguinal. Ce canal permet aux testicules de ces animaux d'être tirés ou rétractés dans l'abdomen en cas de danger de blessure ou d'autres situations dangereuses. Lorsque les testicules sont tirés vers le haut dans le canal inguinal, cela entraîne un gonflement temporaire de la région située entre l'anus et le périnée. Cependant, il est important de noter qu'un petit nombre de mammifères conservent leurs testicules en permanence dans la région périnéale, au lieu de les faire descendre et remonter dans le canal inguinal. Le scrotum est une partie du corps essentielle pour réguler la température des testicules. Il permet de refroidir les testicules en rapprochant le sang chaud qui se dirige vers eux des vaisseaux sanguins par lesquels le sang froid quitte les testicules. Cette régulation de la température est importante, car les spermatozoïdes se développent de manière optimale à des températures légèrement plus basses que la température corporelle normale. Il est essentiel de noter que lorsque les deux testicules ne descendent pas dans les sacs scrotaux, un état connu sous le nom de cryptorchidie, cela peut entraîner une stérilité permanente. En d'autres termes, l'animal affecté ne peut pas produire de spermatozoïdes de manière efficace. Les oiseaux, tout comme les mammifères, sont des animaux homéothermes, ce qui signifie qu'ils maintiennent une température corporelle constante. Leurs testicules sont situés près des sacs aériens, qui sont des prolongements des voies respiratoires. Cela permet aux oiseaux de réguler la température de leurs testicules, de manière similaire à ce que fait le scrotum chez les mammifères, en ajustant la circulation sanguine pour maintenir des conditions optimales pour la production de spermatozoïdes. La
reproduction dans le règne animal illustre une histoire fascinante et complexe de l'adaptation et de l'innovation face aux défis environnementaux changeants. À travers des milliards d'années, les organismes vivants ont évolué à partir de modes de reproduction simples, tels que la division cellulaire asexuée, vers des systèmes de reproduction sexuée beaucoup plus complexes, offrant une variabilité génétique accrue et des stratégies de survie améliorées. Cette diversité de méthodes de reproduction se manifeste dans l'incroyable variété d'approches pour porter et élever la progéniture, allant de la ponte d'œufs dans des nids à la gestation interne et aux naissances vivantes. Cette évolution complexe témoigne de la capacité des organismes vivants à s'adapter et à répondre aux défis environnementaux, tout en mettant en lumière les interactions délicates et les compromis inhérents à la vie sur Terre. En regardant vers l'avenir et en continuant notre exploration du monde naturel, nous sommes prêts à découvrir encore plus de merveilles et de mystères. La reproduction chez les animaux est une histoire sans fin de découvertes, de surprises et d'adaptations remarquables, reflétant l'ingéniosité de la nature et la richesse de la vie sur notre planète. Dans la prochaine partie, nous plongerons plus profondément dans les mécanismes et les curiosités de la reproduction animale, révélant des aspects encore plus étonnants de cette facette fascinante de la biologie. Nous verrons les stratégies reproductives des vertébrés, comment ces créatures, souvent plus familières mais tout aussi étonnantes, assurent-elles leur descendance? Quelles sont les innovations évolutives qui ont façonné leur méthode de reproduction? Rendez-vous dans le prochain épisode.